Certains sont considérés comme des cold cases, des affaires non élucidées. D'autres, au contraire, ont connu un épilogue judiciaire. Ce sont les crimes de la route. Leur point commun, tous ont eu comme décor une route, une autoroute, parfois même un simple parking. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de rouvrir une enquête vieille de plus de 30 ans. Les crimes de la route, épisode 7, l'assassinat des fiancés de Fontainebleau. Ils avaient 25 ans. Ils s'appelaient Anne-Sophie Vandamme et Gilles Naudet et ils avaient la vie devant eux. Le lundi 31 octobre 1988, le jeune couple accompagné de leur chien Dundee disparaît lors d'une randonnée pédestre dans la forêt de Fontainebleau. Leurs corps seront retrouvés 2 mois plus tard, criblés de balles de 22 longs rifles. Pendant 13 ans, les gendarmes et les juges vont accumuler 200 000 heures d'audition, établir 4000 procès-verbaux et interroger 1500 personnes. Un suspect finira par être arrêté, puis jugé, mais il sera acquitté. Mon invité pour évoquer cette affaire est le journaliste Christian Porte. Bonjour Christian Porte. Bonjour Vincent. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouveau numéro des crimes de la route. Vous êtes journaliste, vous avez fait votre carrière au Républicain de l'Essonne, journal pour lequel vous continuez de collaborer, et vous êtes spécialiste de faits divers. J'ai envie de dire que l'affaire dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu votre affaire. Cela fait plus de 30 ans que vous enquêtez dessus. Vous y avez consacré 2 livres, un premier paru en 2006, et le dernier, Les vérités interdites d'un fiasco judiciaire, sorti en 2018. Cette affaire, c'est celle du meurtre des fiancés de Fontainebleau. Avant de l'évoquer dans le détail, plantons le décor, si vous le voulez bien. Pourquoi parle-t-on d'un crime de la route ? On parle d'un crime de la route dans cette affaire, car le périmètre où se sont passés les événements est traversé par 2 axes routiers ou autoroutiers. L'autoroute A6 et la RD 837 qu'on connaît plus sous le nom de Voie de la Liberté. Alors ces fiancés de Fontainebleau s'appellent Anne-Sophie Vandamme et Gilles Naudet. Qui sont-ils et comment pourriez-vous nous les présenter ? Anne-Sophie et Gilles sont un couple sans histoire, tous les deux âgés de 25 ans. Elle est assistante sociale dans un office d'HLM du Val d'Oise et lui, il est caissier à l'agence de Créteil du Crédit Mutuel. Ce jour-là, il quitte la maison familiale des parents de Gilles à Bois-le-Roi pour aller faire une balade en forêt de Fontainebleau. On bénéficie à l'époque d'une météorologie superbe, un été indien magnifique. Donc il décide de partir faire un pique-nique dans la forêt. Gilles connaît bien le secteur puisqu'il y a fait son service militaire. Ils embarquent Dundee qui est leur petit chien et les voilà partis pour faire une grande balade ce jour-là. C'est la dernière fois qu'on les verra vivants. Leur disparition date du 31 octobre 1988. Que sait-on du déroulé des faits ce jour-là ? Gilles et Anne-Sophie devaient repasser chez les parents pour se changer et aller dîner chez des amis dans Paris. Ne les voyant pas venir, la famille a commencé à s'inquiéter. Mais ma foi, il n'y a aucune raison particulière de s'inquiéter, si ce n'est quand même que Madame Naudet, dès le départ, a eu comme un pressentiment en disant « c'est un jour d'ouverture de la chasse, j'espère que ». Anne-Sophie et Gilles embarquent Dundee, ils prennent la voiture, la Peugeot 304. Ils la stationnent le long de la voie de la Liberté sur le parking dit de la Feuillardière. C'est là qu'on la retrouvera, les portières fermées, les papiers à l'intérieur, sans aucune effraction. Mais sans aucune trace des 2 jeunes gens et de leurs chiens. Plusieurs battues sont organisées dans le secteur du massif des Trois Pignons, dans cette forêt de Fontainebleau. Vous commencez votre enquête. Quel souvenir gardez-vous de cette mobilisation ? Je garde un souvenir très présent de la mobilisation parce qu'on a eu le droit à 2 battues à 48 heures d'intervalle. La première battue a eu lieu le mercredi 2 novembre. On a réuni près de 300 gendarmes militaires du coin pour battre la campagne, si j'ose dire. Ça n'a rien donné. La gendarmerie a décidé de passer à l'échelon supérieur et mobiliser, c'est la première fois en France qu'on mobilisait 800 personnes. Des militaires, des gendarmes, la région de Fontainebleau, il y a plusieurs régiments du train, la garde républicaine est venue, les motards sont venus, un hélicoptère est venu. On a eu 800 personnes le vendredi 4 novembre à partir de 8h le matin, avec un périmètre qui a été défini, comme dans les battues traditionnelles, un gendarme tous les 50 mètres et on avance en ligne en fonction du terrain.
Plusieurs semaines s'écoulent, des semaines interminables pour les proches de Gilles Naudet et d'Anne-Sophie Vandamme. Jusqu'à cette journée du mardi 10 janvier 1989. Des chasseurs arpentent la forêt de Fontainebleau en compagnie de leurs chiens qui pistent un sanglier blessé. Le petit groupe remonte le secteur des Trois Pignons en direction du plateau du Coquibus. Soudain, l'un des chiens s'écarte de la piste qu'il était en train de suivre et se précipite vers le lieu dit la Mare aux Joncs. Les chasseurs le suivent. Le chien s'arrête net devant un monticule de fougères coupé sous lequel se trouvent 2 cadavres. Les enquêteurs en sont convaincus. Il s'agit bien des corps d'Anne-Sophie Vandamme et de Gilles Naudet. J'imagine qu'une autopsie est pratiquée. Que révèlent les conclusions du médecin légiste ? Alors les conclusions, il faut avoir bien présent à l'esprit dans cette affaire que tout a pris du temps. Les autopsies, les expertises balistiques, les expertises botaniques, tout ça a pris du temps de façon invraisemblable. D'ailleurs, l'un des avocats, Maître Garot, qui était l'avocat de la famille Naudet, est monté au créneau en disant « ça suffit, c'est pas possible ». Alors ces autopsies vont nous permettre de découvrir que Gilles, Anne-Sophie et Dundee ont été atteints de plusieurs projectiles de calibre 22 long rifle. Et tous les 3 ont été achevés d'une balle dans la nuque à bout portant. On n'est pas sur un accident, on est sur quelque chose de très froid, de très meurtrier, très sanglant. C'est pas l'accident de chasse où on tue le chien par erreur, ça pose vraiment problème dès le départ. D'ailleurs, les réactions sont tout de suite immédiates. Le 22 long rifle, mais c'est pas possible, ça peut pas être des chasseurs, parce que les chasseurs n'utilisent pas, c'est des braconniers. Il y a déjà une polémique qui s'engage dès le départ. Alors c'est effectivement à la lecture des expertises balistiques qu'il est établi que Anne-Sophie et Gilles ont été tués par 2 armes différentes, selon des angles de tir différents. Pour cela, les gendarmes ont fait une reconstitution sur place avec des lasers pour voir comment c'était possible. Et si j'ai bonne mémoire de cette affaire, il était conclu que Gilles avait notamment été tué par un tireur debout et atteint par un deuxième tir d'un tireur agenouillé. Il y a un élément troublant. Nous sommes plus de 2 mois après la disparition du couple, et pourtant leur corps et celui de leur chien ne semblent se trouver là que depuis quelques jours. C'est le mystère de cette affaire. On parlait des battues tout à l'heure, et notamment lors de la battue du 4 novembre, où il y a 800 personnels militaires et gendarmes sur le terrain. J'ai suivi ce jour-là les gendarmes de l'Essonne, puisqu'on est en limite de l'Essonne et de Seine-et-Marne. Je connaissais bien le capitaine Bouget, qui était le commandant de la compagnie de Corbeil-Essonne, qui était avec ses hommes, et je les ai suivis. Parce que je les connaissais, c'était plus simple. On est passé à l'endroit où 2 mois après on trouvera les corps, et ce jour-là, il n'y était pas. C'est un des mystères qui reste encore aujourd'hui. Les conclusions du médecin légiste, le docteur Campana, expliquent que leurs corps sont dans un état qui est incompatible avec être restés 2 mois dans la nature. On ne sait pas où ils ont été stockés, entreposés, pourquoi redéposer là. Mais le jour où on est passé, le vendredi 4 novembre, ils n'étaient pas là. L'enquête commence, le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle piétine. Que se passe-t-il dans les mois qui suivent la découverte des corps ? Les gendarmes enquêtent tout azimut, si j'ose dire. Avec, il faut le dire aussi dans cette affaire, une très mauvaise ambiance entre tout le monde. La juge d'instruction, Madame Simeoni, focalisait sur les fuites qui paraissaient dans les journaux, à tel point qu'elle s'est cru permis nécessaire d'écrire au directeur général de la gendarmerie de l'époque pour lui dire qu'il fallait qu'il fasse le ménage dans ses services, vous imaginez. Le procureur de la République de l'époque, Roger Lucas, qui était un vieux magistrat de la vieille école, mais attaché au secret de l'instruction, au respect des normes, et ainsi de suite. Le soir de la découverte des corps, donc le 10 janvier, alors que les autopsies n'avaient pas été faites, qu'on était encore sur des prélèvements sur le terrain, il fait paraître un communiqué de presse où il parle de déplacement post-mortem. Lui avait tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Alors l'enquête, elle est partie dans tous les sens, ce qui fait quand même qu'on était quelques mois seulement après les faits. Le procureur Lucas s'est posé la question de dessaisir la gendarmerie au profit de la police judiciaire. Vous imaginez, on était à l'époque des faux terroristes irlandais de Vincennes, de tous ces scandales-là. Et les policiers ont finalement, dès le départ, n'ont pas voulu prendre l'affaire. Et je me souviens du patron de l'USRPJ de l'époque, à qui j'avais posé la question, mais pourquoi vous ne prenez pas l'affaire ? C'est un dossier trop touffu. Et le mot touffu reviendra à plusieurs reprises dans cette affaire. Pendant 10 ans, l'enquête piétine, mais elle va être relancée par un témoignage inattendu. Dans le Jura, une vieille dame qui a lu, le matin même dans le journal, un article sur l'affaire, demande à parler aux gendarmes. « J'espère que ça n'est pas mon petit-fils qui a fait ça » leur lance-t-elle. J'espère que c'est pas mon petit-fils qui a fait ça.
Mystère. Pourquoi cette femme âgée interpelle-t-elle les gendarmes de cette façon ? Sait-elle des choses ? Souhaite-t-elle les mettre sur la piste du criminel ? L'information remonte très vite à la section de recherche de Paris. Le petit-fils en question se prénomme Cédric. Il avait 17 ans au moment des faits. Il est chasseur, braconnier à ses heures perdues et se trouvait bien sur les lieux de la disparition au moment des faits. Les enquêteurs pensent tenir le coupable idéal. Il est interpellé à Montpellier où il s'est installé. Il est placé en garde à vue à Montpellier dans les locaux de la section de recherche de Montpellier avec les gendarmes de la section de recherche de Paris. Et là va se produire un problème, c'est que Cédric va donner 4 scénarios des faits. Il est intervenu avec son père, il est intervenu sans son père, il est intervenu avec un ami, Marcel. Ils sont intervenus, le Marcel, son père et lui. Il y a 4 versions qui n'apportent pas des précisions qu'on ne connaissait pas. Comme d'habitude, à l'époque, on filmait pas les interrogatoires, les gardes à vue. Il remonte pour être présenté à la juge d'instruction du tribunal d'Évry qui est chargé du dossier. Et la première chose qu'il fait quand il rentre dans le bureau, il dit « on m'a extorqué les aveux ». C'est une vieille coutume, hein. On a l'habitude dans les affaires, dès qu'ils arrivent, ils ont vu leur avocat et on conteste. Là, il va y avoir un problème parce que les gendarmes disent « nous, on peut pas contester parce qu'on peut pas l'avoir aidé puisqu'on connaît pas ce dossier ». Ce sont les gendarmes de Montpellier qui sont chargés de sa surveillance pendant que leurs collègues de Paris sont partis déjeuner. Donc il y a un problème. La juge d'instruction va convoquer les gendarmes, va convoquer Cédric. Ils y resteront tous sur leur position. Sauf qu'au moment du procès à huis clos, on apprendra que les 2 gendarmes convoqués à la barre, quand le président Verlaine leur a dit « mais c'est quoi cette affaire ? Vous avez déjà, quelque part, vous avez peut-être menti », les 2 se sont trouvés mal. Il est finalement acquitté par la Cour d'assises des mineurs de l'Essonne en 2001. En 2011, l'affaire est prescrite. Vous continuez d'enquêter. Votre livre évoque un fiasco judiciaire. Vous dites qu'il y a des zones d'ombre dans cette affaire. Quelles sont-elles ? Il n'y a pas de scène de crime déjà. On a une scène de découverte du crime, mais pas de scène de crime. C'est-à-dire que les prélèvements qu'on a fait au départ, c'est pas là où ça s'est passé. Pose un problème. On sait que les corps ont été mis à l'abri, on ne sait toujours pas où. Qu'ils ont été transportés, ramenés sur place, on ne sait pas par qui. Et puis on ne sait toujours pas par qui, hormis Cédric, il n'y a toujours pas de coupable. On sait qu'il y a 2 tireurs. La juge d'instruction reconnaît que Cédric n'a pas la corpulence pour déplacer les corps. Et on se contente de traduire Cédric devant la justice parce qu'il y avait un problème à l'époque. Il fallait en finir avec cette affaire qui commençait à faire 2e affaire Grégory pour la gendarmerie. Quelle est votre intime conviction à propos de Cédric ? Vous dites qu'il savait forcément des choses. Cédric connaît très bien la forêt. Il s'y déplace, c'est un terrain qu'il connaît par cœur, il braconne, son père lui a expliqué, Cédric connaît tout le monde là-bas. Donc je pense qu'il sait des choses, mais qu'il n'y était pas. Christian Porte, connaîtra-t-on, selon vous, un jour, la vérité sur les meurtres d'Anne-Sophie Vandame et de Gilles Naudet ? Il y a l'hypothèse que le chien est abattu par erreur. N'oublions pas que c'est le jour de l'ouverture de la chasse au gros. Avoir une explication orageuse avec le propriétaire, c'est une chose entendue. Gilles avait un certain tempérament, mais de là à tuer Gilles, sa compagne, devenir doublement meurtrier pour avoir tué un chien, ça tient pas trop. Et il y a l'autre version, qui est quand même celle à laquelle beaucoup de gens s'attachent, c'est Gilles et Anne-Sophie étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est-à-dire qu'ils ont assisté à quelque chose auquel ils n'auraient pas dû assister. Est-ce qu'ils ont assisté, je vais vous dire n'importe quoi, des gangsters qui se partageaient un butin, à un meurtre? Des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Merci Christian Porte, à bientôt. Pour en découvrir un peu plus sur cette affaire, je vous invite à lire le livre de Christian Porte, Les vérités d'un fiasco judiciaire aux éditions Edilivre à Paris. Retrouvez d'autres épisodes des Crimes de la route et l'ensemble de nos podcasts sur le site internet Vinci Autoroute et sur l'appli Radio Vinci Autoroute. Une collection disponible également sur YouTube, Deezer, Spotify et sur Apple Podcast.